Voilà, 16h35 avec nous en direct le co-directeur de l'Observatoire sur les Amériques et chargé de cours à l'UQAM. Il s'agit de Dr Charles Meurks Larose. Bon après-midi, mon bon docteur Larose. Bon après-midi, très cher ami, très cher Jean-Ernest Pierre. Comment ça va? Ça va toujours bien, même quand ça va mal, professeur. J'espère que ça va très très bien. Moi, ça va bien, on va dire bien. Très très bien, il faut être audacieux pour dire que ça va très bien. Je sais que dans les circonstances, ça ne peut pas aller bien parce que le pays va mal. Le pays va mal et on m'a dit, je vous ai pas vu en entrevue sur le sujet, et que pour vous, la solution, c'est que les étrangers doivent reconnaître qu'ils ont échoué et laisser le pays aux Haïtiens. Ben, je pense que c'est peut-être l'avis de beaucoup. Je ne fais que tout simplement que donner écho à cette façon de voir. Je crois qu'il faut c'est le moment d'un retrait international en Haïti. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il faut laisser prendre du recul, regarder ce qui se passe, laissons les Haïtiens organiser leur pays comme ils l'entendent. Et s'il y a une demande de coopération qui vient d'Haïti, ben, pourquoi pas. C'est ça, la coopération internationale est faite pour ça. C'est fait pour assister des pays à des situations données. Mais c'est pas pour diriger des pays, ni pour prendre des décisions à leur place. D'accord, mais il faut mettre un bémol. Parce que vous savez que, professeur Larose, si les États-Unis n'étaient pas intervenus, n'avaient pas dit un mot dans la situation de la dictature en Haïti, aujourd'hui, on aurait eu probablement le fils de Jean-Claude Duvalier au pouvoir. Je ne sais pas, mais il ne faut pas être naïf. Les États-Unis n'ont pas sauvé Haïti. Les États-Unis avaient une politique qui a soutenu la dictature pendant 30 ans. Oui. Et arrivé à un certain moment avec la chute du mur de Berlin, etc., le déclin du communisme, il n'y avait pas nécessairement une grande attirance pour cette dictature-là. Il fallait s'en débarrasser, c'est tout. C'est pas une question d'empathie ou de... Non, c'est pas une question c'est une question parce que la dictature ne connaît pas de limite. Tu es bien placé pour savoir que la dictature, c'est pour la vie. Duvalier s'est nommé président à vie d'Haïti, a passé le pouvoir à son fils. Et je vous dis que le fils aurait passé le pouvoir à Nicolas Duvalier, au petit-fils de Papa Doc. Bon, ça, ce sont des hypothèses, je ne sais pas. De toute façon, ça ne s'est pas arrivé. Tout ce que je sais, c'est que les États-Unis, c'est pas le libérateur d'Haïti. À moins qu'on soit sur une autre planète. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils n'ont pas contribué à permettre ce qu'on voit là aujourd'hui, qui est un apprentissage. Non, ils n'ont contribué à rien. C'est-à-dire que, bon, comme vous le savez bien sûr, à partir des années 70, 75, etc., après la guerre du Vietnam, Carter est arrivé au pouvoir, il a mené une politique des droits de la personne qui a créé une ouverture en Haïti. Et même cette ouverture-là, les États-Unis ne pouvaient pas le tolérer. Donc, à partir du moment où ils ont vu qu'avec l'ouverture, c'est peut-être là le pays allait vers une direction qu'ils n'avaient pas prévue, c'est-à-dire avec l'arrivée d'Aristide au pouvoir, ils ont fomenté un coup d'État avec l'armée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, c'est quoi cette libération-là que vous parlez, que c'était notre libérateur? Je ne comprends pas exactement. Non, mais c'est fais ce que je te dis de faire, ne fais pas ce que je fais. Bon, bref, il y a une démocratie qui est bonne pour les États-Unis, mais qui n'est pas bonne pour Haïti. Et puis, c'est la démocratie un peu toxique d'une certaine manière. Mais est-ce que tout seul, on serait parvenu à nous débarrasser de la dictature de Duvalier? Duvalier était prêt à tuer... Premièrement, la dictature de Duvalier, c'est pas la première dictature qu'a connue Haïti. On peut toujours émettre l'hypothèse que ça peut être la plus sanguinaire, pas de problème. Mais dans toute notre histoire, on a eu des gouvernements dictatoriaux et on s'en est débarrassé. Et on a toujours survécu. Est-ce que c'était les États-Unis ou l'international ou quoi que ce soit qui nous ont aidés à nous débarrasser des bois en canal, des salnaves, des Nord-Alexis, etc. Je ne sais pas. Mais on
on a toujours survécu en tant que pays, en tant que peuple indépendant, qui a pris notre indépendance tout seul, qui est sorti de l'esclavage tout seul. Oui. Bien sûr, il y a une coopération internationale, etc. Mais c'est des enjeux de puissance, des intérêts de puissance qu'on a su nous-mêmes identifier les contradictions à l'intérieur de ces intérêts de puissance-là pour nous positionner sur la scène internationale et défendre nos intérêts. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vois dans un pays, les bandits peuvent se mettre ensemble quand ils doivent mettre le pays sans dessus-dessous. Oui, et les gens qui prétendent être des élites ne peuvent pas faire ça. Oui, mais ils savent très bien qu'ils sont des bandits. Le bandit sait qu'il est un bandit. C'est-à-dire, on lui a donné de l'espace, il prend de l'espace. Il faut tout simplement réduire l'espace. Et il jouera son rôle dans la société. C'est tout. Mais l'élite intellectuelle ne sait pas qu'il a une obligation de jouer son rôle et que le pays compte sur lui. Mettez 2-3 élites, différentes élites à la tête du pouvoir, ils font exactement ce que les Duvalier ont fait. Mais à la suite de l'élection, la première élection libre après la dictature, qu'est-ce qu'on a vu? On a essayé d'imiter Duvalier pour faire le duvalierisme sans Duvalier. Bah oui, ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a une faillite des élites en Haïti. La question est de savoir exactement est-ce que ce sont les institutions qui ont failli les élites ou encore ce sont les élites qui ont failli les institutions. Et ça, c'est un grand débat. C'est un dossier qu'il faut approfondir. Il faut de la recherche là-dessus. Est-ce que les institutions qu'on a mis en place, nous, est-ce que c'était des institutions qui sont conformes à nos traditions et à notre culture de peuple? Ou encore, est-ce que ce sont les gens qu'on a en Haïti qui ont failli ces institutions-là? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'à partir d'aujourd'hui, il faut une réflexion sur cette question-là et ne pas penser qu'on peut nécessairement mettre des règles constitutionnelles en place sans qu'on soit en mesure de les appliquer. Donc, c'est pas les règles nécessairement qui vont changer cette culture-là. C'est la culture qui va s'adapter aux règles. Et c'est ça la vraie question. Il faut des règles qui soient alignées à notre tradition de peuple et à ce qu'on appelle à notre histoire aussi, et en même temps, et à nos traditions. C'est pas nécessairement le fait de dire que bon, le Canada est démocratique, Haïti le doit aussi. On va importer les institutions qu'on a au Canada, on va les mettre en Haïti, et comme ça, on pense que si ça ne marche pas, c'est Haïti le problème. Ah non, mais ça, c'est vrai. Il faut dénoncer et même ce qu'on appelle l'aide bilatérale, hein, qui est dépensée par les Canadiens, les Américains et les autres, n'est-ce pas? Et quand ça ne réussit pas, ben la fourbe, en tout cas. Non, c'est la même chose. Vous avez une police en Haïti, ok? Une police qui a été formatée selon ce qu'on appelle les traditions policières canadiennes et américaines, ok? Vous prenez cet enseignement policier-là, vous le calquez sur les policiers haïtiens. Ils ne donnent pas des résultats, c'est eux autres le problème. C'est très vrai. Alors, docteur Larose, je dois m'excuser parce que notre propos ne devrait pas... Mais oui. Parler à un Haïtien, docteur en sciences politiques et tout ce que vous voulez, docteur même... qu'est-ce que je dirais d'autre, n'est-ce pas? Et ne pas parler d'Haïti, ça serait vraiment un crime de lèse-majesté. Oui, c'est ça, et surtout dans les circonstances. Dans les circonstances. On doit faire large place à ce qui nous concerne d'abord. Surtout qu'il a une vue sur les Amériques et à ma connaissance, nous sommes, Haïti est encore dans les Amériques. Professeur, parlons de Donald Trump. Il s'en va tout droit avec tous les morceaux de robot, ou presque, n'est-ce pas, vers la direction, en tout cas pour les prochaines élections, du Parti républicain. Et ça, là, le Super Tuesday hier a été un summum pour Donald Trump, comme il n'a jamais aussi bien performé. C'était un festival de grand chelem hier, dans le Super Mardi aux États-Unis. C'est-à-dire que Biden aussi a remporté tous ces États. Donald Trump, comme il était prévu, a fait un balayage. Donc, tout va bien dans ce monde-là, dans le monde politique américain. On s'achemine tout droit
vers le duel tant attendu. Je ne sais pas si c'est tant espéré, mais c'est tant attendu entre Joe Biden, le démocrate, et Donald Trump, le républicain. C'est un match retour, un match revanche, un remake de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Et on va voir exactement ce que ça va donner. On ne sait pas pour l'instant. Est-ce que Joe Biden réussira son pari à être le candidat des démocrates? Ça aussi, c'est à voir. Est-ce que, étant donné les sondages qui sortent ces jours-ci, les discussions à l'intérieur du parti, il y aura un changement de garde? On ne sait pas non plus. Alors, qu'est-ce que ça va donner aussi? C'est que la Cour suprême a annoncé, c'est vrai, c'est beaucoup de temps, n'est-ce pas, qu'elle débattra le 25 avril la question de l'immunité pénale invoquée contre Trump. Oui. L'immunité pénale invoquée contre Trump, et ça risque de poser problème parce que la Cour suprême, oui, qu'on le veuille ou non, ne peut pas attendre infiniment avant de sortir sa décision. Ça veut dire jusqu'au mois de novembre. Disons que Donald Trump ne sera si la Cour suprême, parce que moi j'ai beaucoup de difficultés à croire que la Cour suprême peut arriver avec une décision en disant qu'un président a une immunité totale, bord en bord, coast to coast. Bon, on ne sait pas dans quelle direction ira la Cour avec son jugement. Bon, maintenant, prenons le cas le plus, ce que à peu près tout le monde attend, c'est que la Cour décide que Donald Trump ne bénéficie pas de l'immunité pénale. OK, ça c'est la décision de la Cour suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pourra être jugé. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il sera jugé à temps avant les élections? Je ne le crois pas. Donc, ce qui veut dire que ça n'aura aucun impact sur ce qui viendra en novembre. Non. Alors, il sera devant la Cour à subir son procès. Non, c'est pas. On n'a pas demandé à la Cour de juger. Non, pas devant la Cour suprême, là. Moi, Oui. je dis le tribunal de première instance, et puis si on veut, on pourrait aller très loin. Il y a un tribunal de première instance, il y a un appel après le tribunal de première instance, il y a la Cour suprême devant. Ça pourrait s'éterniser. Bon. Vous êtes avocat, vous savez exactement que ces affaires-là, c'est des délais. Ouais. Enfin, voilà. C'est la vraie question. Sauf que pour des gens qui sont dans la frange du milieu, justement, à savoir, est-ce que c'est un acte criminel qui a été commis? Est-ce que Donald Trump peut être... est-ce que tout ce qu'on dit de Donald Trump du côté des démocrates, c'est pas une chasse aux sorcières, mais que, oui, un président n'a pas tous les droits, ne peut pas sortir sur la Fifth Avenue et tuer quelqu'un et ne pas être jugé pour son acte, parce qu'il est tout simplement président. Et ça va réveiller des consciences, docteur. Les consciences de qui? La conscience de ceux qui se trouvent dans la frange, pas dire des républicains qui sont vendus républicains, quoi qu'il advienne, des démocrates qui sont vendus démocrates, quoi qu'il advienne, mais ceux de la frange qui font la différence. Oui, il y a une frange vraiment qui est indécise, etc. Mais aux États-Unis, là, ce que je regarde, c'est que il y a de moins en moins ce type-là aux États-Unis. Il y a une sorte de c'est très polarisé. Les républicains votent pour Trump et les démocrates votent pour Trump. Bon, il y a une petite frange à l'intérieur qui pourrait faire la différence advenant, par exemple, des résultats serrés, etc. Ça peut avoir un impact. Mais on ne sait pas non plus dans quel sens la Cour suprême ira avec sa décision. Et connaissant cette Cour suprême qui est à majorité républicaine, je ne sais pas si elle va émettre un jugement ou un jugement qui est
juridique ou un jugement qui est politique. Qui est politique. Alors, cela dit, professeur, vous êtes un observateur de la scène politique et particulièrement, vous avez un œil, pour ne pas dire les deux yeux et les trois yeux, sur les Amériques, n'est-ce pas? Quel respect qu'on pourrait avoir pour cette démocratie américaine, advenant le cas où la Cour suprême tergiverse, faisant en sorte que, effectivement, Donald Trump ne soit pas ne paye pas à la société américaine pour ce qu'il a fait le 6 janvier, c'était 2022, c'est ça? Bon, je ne pense pas que cet incident-là, en fait, cette situation-là que vit les États-Unis depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui a changé ou a modifié la perception de l'opinion publique de la région par rapport aux États-Unis. Je crois que il y a tout simplement une sorte de décrédibilisation de la stature des États-Unis dans cette région, et c'est pas cet événement-là qui l'a provoqué, c'est tout simplement les actions menées par les États-Unis dans le monde et aussi sur le continent, qui, surtout les questions de nature, les actions de nature interventionniste, non-respect des dirigeants établis, les coups d'État fomentés par les États-Unis dans ces pays-là, les politiques économiques encouragées par les États-Unis dans ces pays-là qui détériorent complètement les conditions de vie dans ces régions-là, le soutien apporté par les États-Unis à un ensemble de régimes corrompus dans la région, c'est ça qui a contribué à la décrédibilisation des États-Unis et non pas une question de ce qui s'est passé au Congrès des États-Unis. Alors, docteur Chalmers, avec tout ce que vous venez de me dire, il faudrait qu'on se prépare à faire une émission spéciale, vous et moi, sur le début de la fin de l'Empire. Si vous voulez, on peut prendre rendez-vous. Professeur! C'est une déchéance lente. Oui. Ouais, voilà, ça prendra du temps, mais inexorablement ça viendra. C'est écrit dans le ciel. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Absolument d'accord avec vous. Professeur Chalmers Larose, docteur Chalmers Larose, co-directeur de l'Observatoire sur les Amériques et professeur aussi à l'UQAM. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, docteur. Merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.